Bonjour et bon retour dans un nouveau numéro de Studio 101. Encore une fois, une belle balade qui s'annonce à nous. Belle balade à Mayotte, bien évidemment. Mais aussi belle balade dans la vie de notre invité. Notre invité n'est autre que Hassam El Bayaki. C'est vrai qu'on le connaît plus sous son nom d'auteur, donc qui choque, et de producteur, me semble-t-il, Boomstrack. On va en parler. Il est né le 13 février 80 du côté de Sada. Donc, comment vas-tu? Bien, très bien. On se tutoie, on se voit? On se tutoie. On va se tutoyer depuis le temps qu'on se connaît. Alors, Hassam El Bayaki, né à Sada. Oui. Comment se passent les premières années, dans les années 80, du côté de Sada? Les années 80, c'est des années, c'est de belles années. Hein. Alors, musicalement parlant, oui, de très belles années. Musicalement parlant, c'est les Jimawe, c'est des années plutôt traditionnelles. La musique urbaine et moderne est venue après. Bon, alors donc ces premières années à Sada, comment ça se passe? Je pense que je suis gamin, je joue dehors. Comme tous les enfants de Mayotte, voilà, un peu de mer, un peu de mer, pêche, campagne, un peu d'islam. Un peu d'islam, beaucoup de jeux d'enfants, famille. Proche de la nature, voilà, on est obligé d'être proche. Oui, proche. En fait, moi, j'ai habité donc Sada, puis j'ai habité Pamandzi. Ouais. J'ai fait jusqu'à mes CE2, j'ai habité Pamandzi. Et ouais, bah écoute, on allait y arriver. Rapidement, avant d'y arriver justement, que faisait papa, que faisait maman? Agriculteur. Et ouais, grande famille, beaucoup de frères et sœurs? 13 frères et sœurs, oui. 13 frères et sœurs? Oui. Ah ouais, grande famille. Ouais, moi je suis bien marqué avec le chiffre 13. 13 frères et sœurs, 13 février, département 13. Le 13 me va bien. Et ouais. Alors donc, on démarre bien évidemment l'école. Tu démarres à quel âge et tu démarres Comme où? tout le monde, je démarre à Pamandzi, à l'école de Pamandzi, en CP. Ouais. Voilà, j'ai fait CP, CE2, puis CE2 je pars à Sada. Ouais. Sada, je repars chez ma famille, donc je fais jusqu'à CE1. CE1, CM1, je repars à Métropole faire CM1, CM2, et puis collège, lycée, fac. Ouais. Collège, lycée, donc tout à Sada? Non, Métropole. Métropole? Oui. Donc tu es parti très vite? Oui. Et ouais, donc à la fin du primaire? Oui, même pas la fin encore. Et ouais. J'ai fait ma CM1, CM2 en Métropole. Ah ouais. Comment ça se fait? Pourquoi être parti si vite? Parce qui s'est passé? On était nombreux. Moi, c'est un petit drame qui s'est passé dans ma jeunesse, c'est qu'on a perdu le papa très tôt. Donc, pour moi qui étais plus jeune, mes frères aînés ont pu avoir un peu plus de temps pour en profiter. Ouais. Pour les plus jeunes, ça a été un peu douloureux, un peu difficile, mais bon. Pas évident. Aujourd'hui, ça va, 35 ans. Bien sûr, oui, mais, bien. Mais à l'époque, c'était pas évident. À l'époque, c'est pas évident, et puis pour un jeune de 4 ans, c'est incompréhensible. C'est vraiment incompréhensible. Bien sûr. Après, bon. Donc, un gros traumatisme quand même. Un gros choc, oui. Ouais. Mais ça, je pense que avec le temps, on se soigne bien. Ouais. Alors, donc, le papa disparaît. Donc, qu'est-ce qui se passe? La famille, il faut que... Il faut vivre, il faut travailler, il faut trouver à manger, il faut cultiver, il faut aller récolter, il faut sans cesse être dans la quête de... En tout cas, de solutions. Oui. Ouais. Alors, c'est une des solutions qui fait que tu pars si tôt? Oui, c'est les études surtout, parce que on pense que nous, on n'avait pas grand-chose. Hein. Mais tu aurais pu continuer jusqu'au bac à Mayotte. Moi, j'étais tributaire de mes parents. Mes parents m'ont dit on y va. Moi, je pars, c'est tout. Ah ouais, c'est-à-dire que la famille est partie. Oui. Oui, une partie de la famille est partie, donc je faisais partie des tout petits partants, donc et puis arrivé à Marseille, voilà. Et ouais, donc Marseille, on y arrive, on a quel âge? 10 ans. 10 ans. Ah ouais, donc très jeune. Au début. Pas évident au début. Un pays étranger quand même. Oui, pas étranger, parce que la langue, quand on a fait les premières années de primaire, on apprend déjà le français, donc on commence à on va dire, baragouiner le français. Ouais. Mais je veux dire, étranger dans sa forme aussi. Oui, étranger, parce que c'est le monde occidental, c'est l'Europe, c'est la grande ville. Voilà, mais j'étais pas préparé, moi. J'étais pas préparé parce que... C'est des métros, c'est des trains. C'est des trains, c'est des voitures qui vont vite, c'est de la circulation, du monde partout. Bon, il y a quand même... C'est bien réglementé, tout ça, ça se fait pas au hasard. Mais pour un jeune qui découvre tout ça, c'est vraiment... C'est une découverte. C'est le futur, il découvre le futur. Ouais. Voilà. Donc on arrive, on a 10 ans, on continue les études bien sûr. Oui. Qui vont t'emmener où?
Moi, j'ai un BPGEPS, j'ai le bac, j'ai le BPC, j'ai quelques diplômes par-ci par-là. Et donc tout ça toujours à Marseille? Oui, toujours à Marseille. Et dans sa région, hein, oui, Marseille. Puis j'ai fait une année de fac à Poitiers aussi pour mes études. J'ai fait de l'UIT, génie mécanique et productique. Donc, et puis par la suite, j'ai fait un DUG administration économique et sociale avant de m'orienter vers une carrière sociale de directeur de centre aéré avec le BPGEPS loisirs tout public. Et puis 2007, la vie professionnelle, je fais mon premier album et je veux vivre de la musique, quoi. Je veux vivre dans le monde de la musique. Alors donc, on fait tout plein d'études. Oui. Ça, c'est parce que la famille, la société, tout ça le demande. Je pense que j'étais jeune et que j'avais encore le temps de prendre des bagages. Et que tu voulais prendre des bagages. Je voulais prendre des bagages avant de me lancer dans la musique. Je voulais pas me lancer sans parachute. Même s'il y avait eu des galères dans l'enfance, même si c'est difficile. Il y en aura toujours des galères. Même si c'est pas évident, on se cogne au mur et j'accepte les galères, j'accepte la difficulté. J'accepte la difficulté. C'est pour ça que j'ai pas peur de rien. Non. La difficulté, on la connaît, donc autant l'accepter. Sinon, on fait pas d'effort pour surmonter la difficulté. Et c'est la difficulté après qui nous écrase. On arrive à Marseille à 10 ans, on est obligé de se faire des amis à Marseille quand on a 10 ans. Oui, il y a toutes les communautés. Là, moi, je découvre, j'arrive... je vais lever mes lunettes parce que je suis mal à l'aise avec la lumière. Donc, on découvre toutes les communautés présentes dans la cité phocéenne, que ce soit les communautés comoriennes, maghrébines, africaines, asiatiques, voire européennes aussi, hein, soit les Italiens, les Espagnols, les Arméniens, les Portugais, tout le monde, on est tous Marseillais. Et puis, donc on se fait des amis dans ce melting pot. C'est naturel ça, du moment où on est gamin, on joue aux billes, on joue au foot, on fait du sport, on connaît à Marseille, c'est comme ça, on se fait des amis. Petits amis chinois, on a des voisins, des petits amis africains, on a des amis de toutes les nations, toutes les nations, et toutes les langues. Donc on s'installe bien, on le vit bien cette vie. On est un peu insouciant quand même à cet âge-là. On ne pense pas aux responsabilités parce que on joue. Moi je joue. Pour ma part, j'étais sportif. J'ai fait 2-3 ans de sport-études à l'Olympique de Marseille. Ah quand même. Oui, j'ai joué avec les moins de 17 ans de l'Olympique de Marseille. Avant d'aller sur Poitiers, c'était la saison 99-2000, donc 19 ans. Je me retrouve à jouer avec l'ADH, donc les seniors, et j'avais ma place parce que j'étais formé dans le sport de haut niveau. Mais après, une fois que la musique s'est fait ressentir, j'ai lâché le sport parce que certains dirigeants m'ont écœuré du sport, je pense. C'est pas parce que j'étais pas bon, c'est parce que certains dirigeants m'ont écœuré par leur mentalité, leur comportement. Vu que c'est un univers assez rude, quand même. C'est très rude, c'est très compétitif, c'est très concurrentiel. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, j'en avais marre de subir des décisions incompréhensibles. Donc, je fais de la musique. Alors, cette musique, elle arrive comment et par qui? En fait, donc, dans le quartier où j'habite à Marseille, à la Savine, dans le 15e arrondissement. Donc au début des années 90, il y a eu un drame qui s'est passé dans le quartier suite au décès du jeune Ibrahim Ali, assassiné sauvagement par des colleurs d'affiches du Front National. On se rappelle de ça. Et à ce niveau-là, il y avait déjà un groupe de rap qui émergeait qui s'appelait B-Vice. C'était aujourd'hui les grands frères du quartier qui faisaient du rap, venus de New York. Donc avec ce qu'on appelait à l'époque la maison hantée, qui a vu l'émergence de IAM, de Massilia Sound System, qui a vu l'émergence de Troisième Œil, de Funky Family, puis on a vu le côté obscur, plus psychiatre de la rime, soprano, et jusqu'à aujourd'hui. Puis Don Quichotte qui fait son parcours en parallèle, donc voilà. Donc c'est arrivé comme ça, parce qu'on était dans le même bain. Oui, on était dans le même bain, mais parce que justement, à l'issue de ce décès, il y a eu une conscience sociale qui s'est créée au niveau du quartier. Il y a eu une responsabilisation des adultes, du corps associatif. Et c'est là qu'on a vu l'émergence de l'association Sound Musical School, qui devait intervenir justement en faveur du jeune du quartier pour l'insertion au travers de la musique hip-hop et je dirais la prévention de la délinquance chez les jeunes dans le quartier, ce qui était facile pour nous parce que subvention ayant, matériel ayant, nous les jeunes ayant aussi l'accès en tant qu'ayant droit. Moi, je m'amusais à aller sur les platines, découvrir le studio. En fait, j'ai baigné dans ce monde-là depuis le premier jour où j'ai décidé d'en faire.
parce que j'étais très sérieux, j'écrivais mes textes, je regardais beaucoup de clips, j'écoutais beaucoup de sons, je lisais beaucoup de magazines, j'achetais beaucoup de CD, donc j'étais complet parce que moi j'avais conscience des efforts à fournir pour y arriver. Quand j'étais au sport-études, j'avais aussi conscience des efforts à fournir pour y arriver. Donc partant de là, il n'y a pas de temps pour les fioritures, quoi. Il faut bosser. Et ouais, donc tu décides réellement de te consacrer à la musique. Oui. Que la musique. Oui. C'est un pari. Oui. Un vrai pari. J'ai pas peur. Ouais. Ouais, ça confirme encore une fois que voilà, non, je vais y arriver. Point. Oui. Voilà. Bah, c'est bien, hein. J'y suis arrivé. C'est excellent. Pourquoi Marseille a été un des chaudrons du rap en France? En fait, Marseille, c'était. Il faut comprendre, Marseille, c'est un port. C'est un port méditerranéen où pas mal de marchandises, de bateaux transitent. Et on a souvent aussi les navires militaires, donc les GI, qui débarquent aussi à Marseille, qui font escale. Et donc ces fameux GI ont importé le rap à Marseille. Ils amènent le son. Dans les années 80. Après, bon, on sait qu'au niveau national, il y a eu les émissions les émissions Rapline, etc. Enfin, ça a contribué à découvrir une culture. C'est une culture marginale, c'est une culture urbaine, c'est une culture sociale. Donc c'était plus facile pour les acteurs qui avaient, on va dire, entre guillemets, ce côté défavorisé d'en faire, parce que c'était pas une musique de luxe, le rap. C'est pas la musique de luxe, c'est pas le classique, c'est pas la musique noble. C'est la musique de la rue, c'est la musique du terre-terre. Presque par moments révolutionnaire même. C'est même pas presque, c'est révolutionnaire. C'est au même titre que le rock, le reggae, enfin d'autres musiques un peu alternatives. En tout cas, il y avait une vraie volonté derrière le rap. D'abord social. En tout cas, l'argent est venu après. Hein. Envie de pousser un cri. Oui, je pense que on ne se rend pas compte ici à Mayotte parce que la population est assez homogène. La différence de la métropole et des grandes villes, la population est hétérogène, donc ça crée un sacré brassage. Donc ça crée un sacré mise à propos du monde de manière générale, quoi. Et c'est enrichissant. Pour moi, c'est enrichissant. Et ouais, donc on rappelle, hein, tu te mets à la musique avec parmi les plus grands. Comment ça se passe au début? Auteur, compositeur, interprète? Auteur. En fait, je suis devenu malgré moi tout ça, en fait, parce que quand j'ai commencé, j'ai rencontré un ami sociologue qui s'appelle Karim Amou, qui a d'abord contribué à faire des interviews sur sa thèse en sociologie. Et de là est né un parcours et une amitié qui s'est créée avec cette personne, qui m'a aussi permis de découvrir le back-office, l'envers du décor. Partant de là, c'est vrai que les artistes sont souvent sur les projecteurs, on ne voit pas trop ce qui se passe, ils chantent, c'est bien, ils repartent, tout le monde est content. Mais le back-office, c'est vraiment c'est la logistique de l'artiste. Sans logistique de l'artiste, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'artiste. Professionnel du moins. Et ouais, donc premier disque Contre vents et moulins. Et ouais, en quelle année? En 2008. Donc ça faisait combien de temps que tu avais décidé de te lancer dans la musique? Ça faisait déjà 6 ans. 6 ans. Donc 6 ans de travail avant déjà le premier album. Ah ouais, déjà pas mal de boulot quand même. J'ai fait des concerts, j'ai fait des radios, j'ai fait des tournées, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour diffuser ma musique. Ça a été assez intéressant par moments parce que j'ai rencontré des grands artistes qui m'ont donné envie de continuer, comme Assassin, comme Sayan Supakru, comme La Brigade, et puis par la suite Funky Family, Ayam, 3. Je les ai tous rencontrés à un moment ou un autre, soit collectivement ou individuellement, ce qui m'a permis surtout d'échanger, de comprendre eux leur parcours en tant que plus grands. Et peut-être moi essayer de m'intéresser à ça pour pouvoir justement comprendre leurs obstacles afin d'en éviter les miens aussi. Donc ça a été un peu j'ai mimétisé un peu certaines choses, mais j'avais pas le choix parce que les références étaient assez peu nombreux. Donc je devais m'instruire par moi-même. Pendant toutes ces années, Mayotte était loin. J'y pense pas. Tu y penses pas? Non. Il y a pas de manque, il n'y a pas de... Rien. Tu fais ton chemin comme tous les autres petits Marseillais. Ouais. Tu es devenu presque plus Marseillais que Marseillais. J'ai fait le lycée, j'ai fait la fac, j'ai fait le foot, j'ai joué dans différents clubs de la ville.
J'ai joué dans les championnats régionaux. Ouais, ta vie était là-bas. Oui, ben, j'ai joué contre toute la région PACA, si on peut dire, entre Cannes, Monaco, Nice, etc. Toulon, pendant plus de 25 ans. Enfin, pour moi, c'est bien. C'est bien. J'aime bien ce côté où on fait des petites compétitions pour justement se jauger par rapport aux autres, parce que ça permet aussi de se remettre en question, auquel cas si on a des lacunes. Voilà. Alors donc le temps passe, premier album, qu'est-ce qui se passe ensuite? J'ai tourné, mais j'ai eu un accident une semaine avant la sortie de mon premier album. Je me suis brisé le tendon d'Achille gauche. J'avais 25 dates de tournée à partir du 7 mars. J'ai fait qu'une date, 2 dates. Le pied ne tenait plus parce que j'avais une attelle. Non, c'est terrible, le tendon d'Achille, c'est terrible. Avec 1h30 de scène, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc du coup, j'ai arrêté ma tournée là et je suis devenu producteur en attendant que ma jambe se remette en place. Et du coup, en devenant producteur, je redeviens distributeur. Donc pendant jusqu'en 2013, j'ai pas fait d'album, quoi. J'ai fait de 2008 à 2013, j'ai développé la maison de disques CDPMG. Et aujourd'hui, ben, elle est là. Et moi, je repars avec ma carrière d'artiste, avec une maison de disques derrière. Et donc, tu arrives au deuxième album déjà? Dunky Vador. Ouais, mais tu arrives déjà à ça. Et là, donc, tu es toujours à Marseille, hein, on le rappelle. Dunky Vador arrive. Dunky Vador, c'est la manifestation d'une période assez douloureuse dans mon parcours, c'est-à-dire je me retrouve avec une sacrée charge de travail, avec des employés qui pour moi ne méritaient pas leur poste, je le dis parce que je suis responsable et j'ai le droit de le dire, que mes salariés ne m'ont pas beaucoup aidé dans ma boîte. Donc j'ai été en tant que responsable obligé de colmater toutes les brèches, les lacunes. Voilà, ce qui m'a pris quand même 2 ans. Et aujourd'hui ça va, c'est fini, je peux penser à Mayotte aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que Mayotte, justement, revient dans la tête et qu'il y a une petite lumière le bien-être. C'est pas tant la musique, c'est le bien-être. Je pense que quand on a une charge de travail assez conséquente dans la semaine, en tant que PDG de CDPMG, avec tous les services à gérer, tous les projets à planifier, que ce soit sur le moment, sur le futur, enfin une vraie maison de disques, quoi. Bon, ça demande une certaine, je dirais, une certaine efficacité. Tout à fait. Sinon, on peut pas. Ça prend toute la vie, hein, une entreprise. Oui. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre et je ne suis pas à mon maximum. Et donc, alors, l'idée de Mayotte revient en tête. Bah oui, je suis mahorais. Un jour, tu dis quoi? Tu dis, il faut que j'y aille. C'était l'année dernière, en fait. C'est pas un jour, c'était l'année dernière. Je descends à Mayotte, je vais passer mes vacances pour... Voilà, au début, c'est pour les vacances. C'est pour des vacances. Voilà. Je viens, je regarde. Tiens, je me rappelle que je viens de là-bas. Il faut que j'y retourne. Il faut que j'y retourne au moins une fois dans ma vie. C'est ça. Je peux décompresser. Mais en général, comme je reviens assez fort quand je reviens de Mayotte, de mes vacances, une fois les batteries rechargées, je fais toujours un cycle de 3, 4, 5 ans où je bûche à fond pour pouvoir justement gagner de l'avance et du terrain. Donc voilà. Alors donc, ce voyage à Mayotte se passe bien, on se rencontre, c'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés, je crois. Et donc, pour finir, je rencontre le groupe insulaire par les réseaux sociaux qui me contactent, etc., pour les aider dans leurs enregistrements de leur album. Et je leur apprends justement avec les ordis, le matos qu'ils avaient sur place, comment faire au mieux pour optimiser leurs installations. Et ça a donné un album qui sortira dans les quelques mois, là, 2-3 mois. Là. Mais, ça te donne surtout une idée du panorama musical de Mayotte. En fait, ce que j'en ai déduit, c'est juste le côté technique qui manquait. C'est pas les voix, c'est pas l'écriture, c'est pas les musiciens, c'est le côté technique. C'est-à-dire le matériel, l'insonorisation. Bon, c'est ça qui manquait pour eux. À ce niveau-là, quand j'ai vu. Moi, j'avais déjà ça à ce moment-là. J'avais déjà un studio depuis 2 ans. Donc, je me suis dit, mais je suis en train de m'embêter, entre guillemets, à métropole. Avec des gens qui, pour moi, à part la satisfaction professionnelle, il n'y a rien de plus parce que ça reste du travail. Mais à côté de ça, j'ai besoin de vivre, voir du temps, avoir une vie privée, être en famille, faire autre chose pendant le week-end. Donc Mayotte... Donc ce voyage d'il y a un petit peu plus d'1 an maintenant te permet... c'est un déclencheur. C'est constat, je constate. À ce moment-là, je me suis dit, en fait, ici, je manquerai de rien.
Voilà, ben, il y a mon studio, ma musique. Et toujours avec mon studio, ma musique. Etc. Oui, je ne manquerai de rien. Il y a rien. une place pour mon studio, il y a une place pour mes compétences, toujours dans la musique. Et puis il y a un terrain Tant vierge. mieux, je suis à Mayotte. Oui. C'est un petit peu ça. Oui. Ouais, donc un beau constat qui se fait après quand même quelques belles années. 25 ans. Ah ouais. Et il n'y a pas eu de choc avec Mayotte. Il y a pas eu de. T'as pas eu de rejet. T'as pas eu de. T'as re-aimé tout de suite. Ben, c'est le fait d'en faire de la musique ici. Ouais. Moi, je suis musicien. Partout où je peux faire de la musique, je suis bien. Ouais, que Quand ce je soit peux, voilà. Mayotte, New York, Los Angeles ou Milan. Voilà, tant que je peux faire de la musique, je suis bien. Mais Mayotte, il y a la famille, il y a ma mère, il y a mes frères et sœurs. Ça me change la vie. Ouais. Les anciens amis, parce que malgré les tout, anciens amis ou des les petits nouveaux, amis d'enfance. ça me change la vie. Ça, c'est ça qu'il me faut maintenant. Après, la musique, je sais la faire, donc partout, je saurai la faire. Donc, grosso modo, 1 an pour dire, bon, bah allez, on plie les valises. Je voulais même ne pas partir, en fait. C'est pas vrai. Ouais. T'as failli pas retourner à Marseille, dire bon, c'est bon. Ah, mais bon, j'avais encore des trucs à gérer, la boîte, etc. Donc, c'était pas facile. On fait pas ce qu'on veut. Ben, je l'ai fait, je suis rentré 6 mois, je l'ai fait, puis je suis revenu. Et je regrette pas parce que mais mon petit diagnostic s'avère vrai. Vrai. Et ouais, on va continuer à découvrir tout ça. Donc le retour à Mayotte, eh ben, il se fait en ce moment. Hein. Bah oui, ça fait 2 mois que je suis là. Ça fait 2 mois que tu es là. Content de ce choix. Très heureux. Plus heureux que je ne l'aurais pensé. Ouais. Et ça te rebooste créativement parlant. Moi, je vis de la musique, donc je bouge, j'en fais, je suis au studio, je compose, je regarde les autres, je suis dans mon métier, quoi. Ouais. Ouais, mais je veux dire, ça te rebooste. Exactement. Allez, les piles sont rechargées. J'ai un nouveau challenge, un nouveau défi. C'est ma vie à Mayotte, ma musique à Mayotte. Et le bien-être en plus. Et le bien-être mahorais en plus. Voilà. La vie tranquille, la plage le dimanche. Le soleil. Le voulé avec les amis le samedi. Et puis voilà. Sortir tout le temps Mais qu'est-ce qu'on y est bien. Exactement. J'ai jamais pensé que je serais aussi bien que ça. Allez, on va continuer à découvrir notre invité dans ce numéro de Studio 101. Je vous rappelle qu'il est né le 13 février 80. On le connaît sous son nom de chanteur Donkey Shock, c'est bien ça? Oui. Hein, et le nom de producteur Boomstrack, producteur. Boomstrack. Et on sépare bien les deux. Oui. Hein, puisque c'est 2 métiers différents. On va continuer à découvrir ça sur KTV juste après un petit détour du côté de la pub. On se retrouve juste après tout ça.
Et bien voilà, bon retour dans ce Studio 101. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, d'être autre que Assa Mzeel Bayaki, plus connu sous le nom d'artiste de Donkey Shock et de producteur sous le nom de Boomstrack. Voilà, il est né le 13 février 1980 à Sada. Donc le retour, ça y est, c'est effectif. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant à Mayotte ? Je vais produire, distribuer, créer, chanter aussi. Et en parler. Donc c'est un redépart. C'est une continuation, c'est une évolution. Je vais faire évoluer Mayotte si je peux. Ouais. Alors oui, alors maintenant parlons, comment tu trouves le panorama musical mahorais ? Il est à construire. À construire. Ouais. À construire. Ouais. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que chacun, il faut qu'il mette sa brique. Ouais. Tu as fait quel constat ? Plus on sera nombreux à mettre une brique, plus la maison sera grande. Mais ce que je veux dire, c'est où on en est. On a des chanteurs. On a des chanteurs. On a des chanteurs. On a une génération. On a des chanteurs. On a une génération. Alors, on a plusieurs générations. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la chanson, on ne nous l'apprend pas. C'est pas la chanson qu'on nous apprend à Mayotte. Mais ce qui nous manque, c'est le côté technique, le soutien technique. C'est ce que j'allais dire. On a plusieurs générations. On a les Papa Joe, les rapaces, les machins. Après arrive la génération Bako, Miki Dash, Toro Chabou, Babadi, Elias. Arrive juste après, là, en ce moment. C'est la génération de Donkey Shock, Ouzjo, etc. Voilà, donc le hip-hop. Mais qu'est-ce qui leur manque à tous, justement ? Et je crois que c'est le côté technique. C'est ce qui manque, c'est le soutien pour pouvoir réaliser un produit fini. Ouais. Et l'encadrer, ce produit. L'encadrer, de le commercialiser, le promotionner et de l'accompagner vers le public. C'est pas au public d'aller vers l'artiste, c'est de l'artiste d'aller vers le public. Ouais. Alors, qu'est-ce qui leur manque à tous ces gens-là ? Parce qu'on a des chanteurs. Qu'est-ce qui manque en premier pour un chanteur ? C'est d'avoir un public. Alors, admettons, à Mayotte, ils ont ce public. Qu'est-ce qui manque après, professionnellement parlant ? Alors, professionnellement parlant, c'est comment ils se définissent déjà dans leur, dans leur pratique et dans leur genre. Parce qu'aujourd'hui, la musique mahoraise, moi, je pense qu'il faut distinguer la musique mahoraise. Quand on dit mahoraise, il faut distinguer le style de musique mahoraise. Parce que la musique mahoraise, c'est large. Maintenant, il y a le style Mgojo, il y a le style Wadaha, maintenant, il y a le style urbain, hip-hop, il y a les musiques il y a la musique traditionnelle, il y a le débat, il y a le machin. Donc, la musique, elle est large aujourd'hui à Mayotte. On est riche à Mayotte. Oui. Ça, dans les rythmes, bien sûr, il y a même le reggae, etc. Enfin, tout le monde est... Les classiques. Bien sûr. Donc, à ce niveau-là, on n'est pas à former. Ouais. Là où on est à former, c'est au niveau technique. Voilà. Studio, enregistrement, live, formation, lumière, enfin, tout ce qui concerne... l'encadrement scénique, tout ce qui concerne les acteurs. Quand je parle des acteurs, c'est les chanteurs. Ça, on les a pour l'instant. Les labels, s'il y en a. Les tourneurs. Labels, tourneurs. Scène, scène, que je parle MJC ou autre, scène en plein air, radio, télé, médias, etc. Ça, ils y sont. Commercialisation, que ce soit numérique ou magasin. Et une fois qu'on a fait ça, on met la promotion autour de tout ça, et ça devrait peut-être donner quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Et voilà. Aujourd'hui, moi, dans mon métier, tu connais mon métier, je reçois des chanteurs, mais je reçois rien d'autre. Moi, je suis producteur, je ne suis pas qu'un chanteur. Oui, non, mais ça y est, tu es là aujourd'hui, mais je veux dire, aujourd'hui, en face, tu les as tous rencontrés. Parce que je vais t'expliquer pourquoi tu reçois que des chanteurs. Je vais t'expliquer pourquoi tu reçois que des chanteurs. Parce que c'est le métier le plus brillant. Tout le monde veut briller. Le métier de manager, de producteur, c'est les métiers les plus lourds, les plus contraignants humainement, les plus contraignants physiquement et les plus lourds financièrement. Et les plus dans l'ombre. Les plus dangereux, les plus risqués. Voilà, et les plus dans l'ombre. Voilà. Et le chanteur ne risque rien à poser sa voix ou à écrire sa chanson. Voilà. Ça marche pas, il est bon, il est pas bon. Mais si derrière, il n'y a pas la qualité qui fait qu'on entende dans les meilleures conditions optimales son interprétation, on va se rendre compte que dans le monde, il y a des gens qui ont ces capacités-là, qui ont ce niveau-là, qui ont ce matériel-là. Et c'est là où on va se dire, dans le bench, on est bas. Parce que dans le bench, quand on prend les Américains ou les Européens, ils sont hauts. Donc nous, il ne faut pas qu'on se meure dans notre silence. Il faut qu'on regarde comme font ces gens-là et qu'on essaye de faire pareil. Il n'y a pas plus compliqué. Maintenant, si les gens ne comprennent pas comment faire, il faut créer des écoles de formation adaptées
au monde de la musique. Maintenant, je ne connais pas au niveau, on va dire institutionnel, comment ça peut se passer, mais je lance le message. Moi, j'ai pas peur de dire les choses. Si les gens m'entendent, me voient, qu'ils le fassent, parce que c'est pas dans l'intérêt de tous les Mahorais, c'est dans l'intérêt de l'économie de Mayotte. Là, ça devient plus de la culture, ça devient de l'économie. C'est de l'économie. C'est de l'économie. On fait de l'emploi, on crée de l'argent. Éventuellement, je ne sais pas qui va marcher à quel niveau, mais je dirais, ce qui pend au nez aux artistes en ayant ça, c'est que ça marche tout simplement. Tout à fait, Maintenant, il faut qu'ils le fassent, leurs efforts, dans le but que ça marche. C'est tout. Et voilà. Alors, donc, toi, tu arrives, tu te positionnes en premier en tant que producteur? Non. Non. En tant que quoi? Musicien. Musicien, en premier. Ensuite je dirais plus label manager. Ouais. Pas producteur ou distributeur. Label manager. Alors, explique à nos jeunes ce un que label, c'est un label manager, c'est quoi? Un manager. label manager, c'est déjà celui qui est responsable. Ouais. C'est pas celui qui décide, c'est celui qui est responsable. Ouais. Parce qu'il peut y avoir un directeur artistique, un directeur commercial, etc. Mais le label manager, c'est celui qui coordonne. Il coordonne les actions du label. C'est un coordinateur. Ouais. D'accord. Donc, ce qui veut dire que dans le groupe, par exemple, prenons un groupe là, X ou Y, là, il lui faut quoi? Il faut que ce soit quoi? Quelqu'un qui connaît? Il faut que déjà sa chanson soit très bonne. Ouais. C'est la base. Ouais. Quand on veut faire un projet dans la musique, quand on dit projet, album, il faut qu'on ait des chansons. Ouais. Sans chanson, il n'y a pas d'album. Donc il faut que la chanson soit d'une qualité maximale. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le groupe, il faut quoi? Il faut qu'ils disent, bon, bah, il y en a un, celui qui chante le plus mal, qui danse le plus mal. Dans le groupe, il faut rien dire du tout. Les chanteurs chantent, les managers managent, le producteur produit. Oui, mais aujourd'hui, qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de producteur. Ben, ça sera comme ça. Il faut que les gens se disent, ils ne seront chanteurs que si ils sont entourés avec des gens qui ont d'autres métiers que chanteurs. Et ouais. Il ne faut pas qu'il y ait que des chanteurs. Mais si les gens ne veulent pas être manager, je ne vais pas les forcer. Ouais. Donc, si dans un petit groupe de rap, il y en a un qui dit oh, moi, je chanterai peut-être pas, je vais peut-être pas continuer à chanter. Ça serait oui, c'est des métiers, c'est pas des loisirs, c'est des métiers. Ce que je veux dire, c'est que ce jeune-là, il pourrait dire bon, bah les gars, je vous laisse vous travailler. Et moi, je manage. C'est ce qu'il faudrait. Je vais me former. C'est ce qu'il faut. Et je reviens, je serai votre tourneur manager. C'est ce qu'il faut. C'est ce que je voulais t'amener à faire dire. C'est que voilà, dans le groupe, il faut dire bon, allez, il y en a un. Oui, mais après, il faut. Mais moi je sais que c'est compliqué les sensibilités dans un groupe. Et ce que je veux dire, c'est que c'est aussi important dans le groupe. Mais il faut qu'il y ait un leader qui décide de tout ça. S'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de... Tout à fait. Bon, mais ça, maintenant, producteur-manager, ça, tu te positionnes aussi en tant que ça. Bah oui, mais moi, je décide. Et ouais. Donc, comment ça va se passer? Un groupe vient te voir? J'écoute. Ouais, tu écoutes son disque. J'évalue l'écoute, j'évalue la technique. Bon, les gars, vous avez bien bossé, déjà, avec vos petits moyens. Mais on pourrait faire ça. Mieux. Ok. On repasse en studio, on refait tout avec des meilleures conditions, avec un meilleur rendu. Et parce que toi, tu as une oreille expérimentée à ça, tu as J'ai l'expérience, ça fait 17 ans que je fais de la musique. Voilà. Tu sais si on va avoir un son très vaste, ou un son refermé, ou un son live, ou un son... Ou un son économiquement qui dépasse Mayotte ou pas Mayotte, ou la région ou pas, ou la métropole. Donc là où je dis les Maoris sont intelligents, c'est qu'ils essayent tout. Ils essayent tout, ils ne se donnent pas de limites. Maintenant... il faut structurer aussi. C'est pas de tout essayer, expérimenter, il faut structurer. Quand on dit musique mahoraise, moi ce que j'aimerais comprendre aujourd'hui, qu'on dise plus musique mahoraise, c'est fini ça. Ça c'était avant. C'était avant. Il n'y a plus musique mahoraise. Il y a du rap, il y a du reggae, il y a de la techno. Ou alors c'est les musiques mahoraises. Voilà. Bah, on ne dit pas les musiques françaises. Voilà. On ne dit pas les musiques américaines. On dit la musique tout court. Voilà. Qu'après qu'elle vienne de Mayotte, tant mieux. On dit ma musique mahoraise parce que la plupart chantent en maoré, mais c'est de la musique traditionnelle en fait. C'est tout. Et de la musique du monde. Et vraiment, quel que soit le style. Tu fais du mgodro, tu fais du mgodro, tu fais du shigoma, tu fais du shigoma. Mais quelque part, ça veut dire aussi que quelque part dans un rayon infini, il y a le rayon qui correspond à cette musique. Bien sûr. Il faut qu'on repère les gens qui font du shigoma, les gens qui font du mgodro, les gens qui font du rap, les gens qui font du reggae. Il faut qu'on repère ces gens-là. Mais le problème de ça, c'est vrai que si on veut se heurter, c'est déstructurer et il faut restructurer ça. Ça, c'est peut-être pas moi tout seul, mais ce que je dis, il faut structurer ça.
Je vais continuer à prendre un exemple. Je veux dire, si on veut aller se taper aux musiques de variété française, si on arrive avec un groupe de Shigoma, c'est même pas la peine. Non, c'est ce que je veux dire. Non, entre musiciens, on travaille le morceau. Voilà. On se pose en studio, chacun écoute. Celui qui joue de la percu, il écoute. Celui qui a la guitare, il écoute. Celui qui a la batterie, il écoute. Celui qui est au jam, tout le monde joue sa partition. Donc ça, producteur-manager, ça tu peux le faire. Bien sûr. Après, il y a le label. Le label, il sert à quoi? À financer. Et ouais, c'est-à-dire explique-nous. C'est-à-dire, par exemple, alors, moi j'ai mon studio. Ouais. Mais si je n'ai pas de studio, comment je fais? Toi, tu as un studio, par exemple. Je viens chez toi. Je dis, Dom, voilà, je voudrais enregistrer un titre. J'ai fait un truc sur mon ordinateur, mais ça tu vas me dire, ça fait tant. Pour l'heure ou la session, etc. C'est là où le label intervient. C'est ce que me disent tous les jeunes, là. Ils me disent, oui, mais quand on va au studio, ça coûte 200 € de l'heure. Mais parce qu'ils n'ont pas de structure derrière ces jeunes-là. Ils y vont individuellement. Donc, ils payent de leur poche. Donc, maintenant, il faudrait qu'ils montent des structures et qu'ils demandent des subventions aux services adaptés. Voilà, à la culture. Que ce soit État ou région. Être professionnel, ce n'est pas que chanter. Et tous les sopranos, les maîtres Gims, les Booba, ils ont tous des managers, des tourneurs, ils sont entourés d'équipes derrière eux. Et malheureusement, j'ai envie de dire, c'est pas du dénigrement. Sans label, personne ne réussit. Sans label, il n'y a pas d'artiste qui réussit. Donc, le label va chercher des finances. Oui. Et avec ces finances... va prendre en charge les dépenses. Il presse ou il paye les frais de studio de l'artiste. Tous les frais studio, les frais de déplacement, les frais téléphoniques. Alors là, le label, lui, il fait un pari. On est bien d'accord. Ah oui, c'est complètement un pari. Paye, il ne sait pas si il va ça faire reviendra un carton, ou pas. Il va faire 1 million de Mais ventes. après, moi, à mon niveau, j'évalue ça. Mais après, un bon professionnel est censé... il est censé connaître ça. Il ne peut pas se lancer juste en disant parce que tu as une belle voix, tu as une belle tête, on va faire un album et ça va cartonner. C'est pas possible. C'est ce que je te dis parce qu'on a beaucoup de gens à Mayotte qui se sont crus à un moment label, qui se sont crus machin, alors qu'ils n'avaient rien du tout, justement parce qu'ils confondaient tout ça. Bien sûr, mais ça s'apprend. Il y a des livres, comme je dis, il y a des livres, il y a les éditions Irma. Même sur Internet, vous tapez Irma, I-R-M-A. Il a le producteur. Ça pourrait être toi. Il a le label, ça pourrait être toi. Qu'est-ce qui manque encore dans cette chaîne professionnelle? Le distributeur. Le distributeur, alors lui, il fait quoi le distributeur? Il commercialise les projets. Lui, c'est celui qui va chercher la Fnac, Virgin, YouTube, iTunes, et qui dit, voilà, là-dessus, c'est des stores, c'est des magasins. Ton disque, il est là-bas. C'est ça. Ça donc, c'est le distributeur. Le distributeur. Qu'est-ce qui manque encore dans la chaîne professionnelle de la musique? L'éditeur. L'éditeur qui lui fait quoi? L'éditeur, lui, prend un pari de prendre à charge un artiste, quel qu'il soit, de subvenir. C'est un peu comme le producteur. La seule différence, l'éditeur, lui, prend des droits sur les œuvres de l'artiste. Il prend un pourcentage au passage quand c'est vendu? Non, quand c'est créé. Et ouais, d'accord. Oui, non, mais... Droit SACEM. Son pourcentage, il le... Ah oui, sur les droits SACEM. Droit SACEM, c'est là. Et voilà. Donc, alors ça, c'est l'éditeur. L'éditeur, et alors après, qu'est-ce qui manque? Il ne reste plus que le tourneur. Non, oui, en fait, ça, c'est dès qu'on a production, édition, distribution, on a la maison de disque. Après, le tourneur, lui, il est en parallèle de la maison de disque. Il est à l'extérieur. Lui, c'est celui qui va trouver prendre l'artiste et trouver les dates pour les spectacles. Voilà. Et à côté de ça, il y a le manager. Le manager, c'est être auprès du groupe, écouter le groupe, et de trouver le compromis entre le producteur, l'éditeur, le label, le distributeur, le tourneur et les médias, etc. Donc, c'est pas les mêmes métiers. Donc, après, il y a les métiers purs de technicien, son, lumière, vidéo, etc. Après, bien sûr. Mais tout ça, on en a besoin. Et alors, tout ça, on n'en a pas. C'est pas compliqué à Mayotte, on n'en avait pas. Jusqu'à ton arrivée, on n'en avait pas. Bon, après, moi, peut-être, je suis complet. Les autres ils ont que certains secteurs, ils n'ont pas tous les secteurs. Ils ont quelques secteurs, peut-être la vidéo, peut-être la composition, peut-être le studio, peut-être ils n'ont pas tous les. Moi, j'ai tous les secteurs. Donc, en fait, nos artistes, jusqu'à maintenant, ils travaillent comme quelqu'un qui écrirait. C'est de l'autoproduction. Et qui sortirait ce qu'on appelle la compte d'auteur pour un écrivain, en fait. C'est-à-dire, ils mettent sa poche. Ben oui, il s'autoproduit. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ils s'autoproduisent. Voilà, ils s'autoproduisent.
Et voilà. Donc il y a besoin de professionnalisation à Mayotte. Moi, je suis prêt à financer, investir si la qualité est là. Ouais. Si je suis sûr de pouvoir faire un travail conséquent. Et ouais. Toi, on a vu donc, tu peux être producteur, tu peux être label, tu as toutes ces connexions parallèles. Donc tout à l'heure, on parlait des endroits où on peut aller mettre les disques dans les rayons. Tout ça, tous ces gens-là, tu les connais. Tu connais tous les professionnels aussi de la musique. Non, pas tous, c'est un grand... Non, mais enfin, une bonne partie. Oui, le secteur, je le connais. Je veux dire, si demain, tu as besoin d'un son vraiment particulier, tu sais où aller le chercher. Oui. D'accord. Ou le créer moi-même. Et donc l'intérêt de tout ça, c'est quoi? C'est que l'autonomie. C'est que l'artiste soit le plus autonome possible. Libéré de tous ces problèmes-là. Ouais. Pour qu'il puisse créer paisiblement. Ouais, créer, savoir quand est-ce qu'il va aller chanter, savoir quand il machin, sans avoir à décrocher ses téléphones. Lui, le room café. Non, c'est pas lui de le faire, ça. C'est pas à l'artiste de le faire. Non. On est bien d'accord. Et donc ça peut apporter aussi, par exemple dans le cadre du tourneur, ça peut aussi apporter de l'aide à d'autres professions. Donc, bien sûr. Puisque tous ceux qui ont des salles autour de nous pourraient aussi faire appel à un producteur. Bien donc sûr. Il est temps à Mayotte qu'on se professionnalise vraiment. C'est pas qu'il est temps, il faudrait. Sinon on n'ira pas plus loin. Pour une île comme Mayotte, il faudrait combien? Il faudrait quoi? 3-4 producteurs? Il faudrait 2 labels, 3 labels? Il faudrait quoi? Il faudrait beaucoup de studios d'abord. Ouais. Qu'on ait d'abord des sons de bonne qualité. Ouais. Après, le reste, ça vient tout seul se greffer autour. La base que je dis, c'est le son. Ouais. Si le son est de bonne qualité qui marche, les gens vont comprendre qu'il y a une économie à créer. Ouais. La base du départ, c'est le son. Ouais. Toutes les musiques se vendent. Oui. Même le godreau à l'autre bout du monde. Je dirais un truc simple. La musique, c'est 5,5 milliards. Oui. Voilà. Ouais. Un autre exemple, moi, que j'aime bien utiliser, c'est les Antilles avec le zouk. Ça marche très bien. Ouais, puis depuis des années, puis pour eux, ils aiment beaucoup la musique, parce que ça rapporte. Hein. Moi, je veux vous dire une chose. Le zouk rapporte presque plus que le tourisme aux Antilles. Hein, et je crois même que c'est plus que le tourisme. Je sais pas, parce que moi, j'ai quelques artistes à Martinique, mais qui sont plus dans l'urbain. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait arriver à comprendre là où nous sommes forts pour ne pas perdre de temps. Ouais. Ça, c'est encore parce autre que être fort dans un domaine, ça équivaut à 90% des chances de réussite. Ouais. Après, le reste, c'est faire le boulot qui permet d'arriver avec les 10% sur un coup de téléphone, un fax, une relance, un mail, c'est tout. Ouais. Les 10%, c'est de la paperasse, c'est de la démarche. Mais l'artiste qui va écrire, qui va placer sa voix, ou l'ingénieur qui va l'accueillir, ça, c'est ça qu'il faut travailler. Moi, l'argent, l'économie, les gens vont comprendre. Vendre un CD ou vendre du pain, ça ne change rien. C'est de la vente. C'est de la vente. Mais c'est un métier. C'est un métier. Donc pour moi... Et donc l'artiste, il est fait pour chanter, il n'est pas fait pour aller vendre. Il n'est pas fait pour vendre, voilà. Maintenant, on sait très bien qu'on est dans une économie moindre, avec des structures moindres, et que là, les artistes devront quand même contribuer aux efforts des... Donc moi, je vois beaucoup je dirais d'initiatives ou de perspectives, mais je pense que ayant le discours que j'ai, si d'autres ont le discours que moi, ça va aller. Si je suis le seul à avoir ce discours-là, je travaillerai à l'étranger. Je suis un jeune, j'aime les musiques en général, j'ai envie de faire un métier là-dedans, c'est le moment ou jamais. Il n'y a pas d'âge déjà. Y a pas d'âge. Non, mais je veux dire, c'est le moment où jamais d'aller me former, de dire la musique peut être un métier. Plus tôt c'est fait, mieux c'est. Plutôt que de faire un énième secrétaire de mairie dont on n'a plus assez de place, il vaut mieux qu'il fasse dans sa passion. Oui. Qu'il réfléchisse en tout cas professionnellement. Mais qu'il prenne des sécurités. Et pas qu'il aille chercher de la vraie formation. Voilà. Ce que tu as fait toi. Après, moi je pense aujourd'hui avec le net, pour ceux qui ont internet, s'auto-former aussi c'est possible. C'est possible, oui, bien sûr. Bien sûr. Rapidement, parce que ça va trop vite. Ils sont bons nos petits. Ils sont bons nos chanteurs. En fait, il y a... Alors, il y a certainement un tri à faire. Il y en a des bons, il y en a des bons. Mais vous savez, on a la langue mahoraise, la langue chibushi, la langue française. Donc ça se mélange chez les artistes mahorais. Ils ont plusieurs cultures, les Mahorais. Ouais. Donc il faudrait que ça soit une richesse au niveau... Ça soit une richesse, bien sûr. Et c'est vrai que moi je dis, j'ai pas tout écouté, mais pour ceux que j'ai pu écouter, ce qui manque, c'est pas tellement la langue,
C'est pas parce que je vous disais la dernière fois sur l'émission que aujourd'hui, un artiste de Chiconi est capable de vendre de la musique au Brésil. Au Brésil, tout à fait. Donc un artiste de Pamanzi peut en vendre à Tokyo. À Tokyo, tout à fait. C'est ça que je veux faire comprendre. Ouais. Mais ils sont bons. Oui. Ils sont pas pires Non, mais qu'ailleurs. si ça va, c'est que c'est bon. Si Tu ça vois va ce que pas, je veux dire. voilà, oui. Ils sont aussi bons qu'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Dans tout ça, dans Oui, tout ils ce sont qu'on très voit bons. en ce moment, Oui. tôt ou tard, il y en aura un ou deux qui vont Non, il n'y en aura pas un ou deux, il y en aura plusieurs. Il y en aura plusieurs. Les années sont là pour le. Ouais. C'est juste une question de temps. De temps et Oui. de Et professionnalisme. de travail. Et de travail, Voilà. bien sûr. Mais ça va arriver, ça paye le travail. Et ouais, comment on te contacte, mon Don Quichoc? Par les réseaux sociaux. Quoique dans ce cas-là, c'est peut-être plutôt Boomstrack. Je Pour la devrais dire. composition, oui. Pour Mais la bon, comment on te composition. contacte en général? Les deux. Moi, j'ai tous je préfère par Facebook. Et ouais, donc on te contacte par Facebook, on tape Don Donc, Quichoc, Quichoc Boomstrack. Boomstrack, et on trouve toujours quelque chose. On te dit voilà, je suis un groupe de Kaweni, quand est-ce qu'on peut se voir, quand est-ce qu'on peut vous envoyer une maquette, comment on peut vous l'envoyer, et ça commence comme ça. Oui. Et Donc ouais. des liens YouTube, des liens de titres ayant déjà été faits pour évaluer ce qui a été fait avant, voir l'artiste où il en est maintenant et voir où on peut le mener après. Et ouais. Revenons rapidement, et pour terminer sur ta carrière de chanteur, tu penses continuer à chanter, bien Oui. sûr. Et je pense pas, je le fais, c'est mon métier. Et ouais, Je peux un pas de m'en tes passer. métiers. Prochain album? Utopia. Ah non, le 13 février, le jour de mon anniversaire, c'est Black Beethoven volume 1. Et ouais, et puis en plus la veille de Mais la ça, fête- c'est Boomstrack, c'est pas Don Quichoc, c'est Boomstrack. D'accord. On a vu pas mal de disques tout au long de cette émission qui passaient à l'écran. Tout ça, c'est des gens que tu as produits. Produit, distribué. Donc qui, grâce à toi, ont leur album, ont fait leur carrière, ont fait pas Dans mal les de stores, choses. dans les magasins. Tu et puis- continues à les suivre. Oui. Ils font Mais partie. j'ai des droits, donc oui, je continue à les suivre. Et puis ils font partie de ton réseau. Et Oui. c'est un métier de réseau. Quand Mais même. c'est eux aussi qui m'ont aidé. Sans Ouais. ces artistes-là, peut-être que j'aurais pas. Mais bon, c'est peut-être parce que j'ai bien travaillé qu'ils ont bien voulu aussi travailler avec moi. Et ouais. Parce que j'étais pas seul distributeur à Marseille, Et ouais. ni en France. Un jour, Mayotte aura un ref, Mayotte aura quelque chose comme ça. Sûrement. C'est obligé. C'est inéluctable. On rappelle à tous ceux qui font pas de rap que là aussi, il y a encore de la place à prendre. Mais moi, je parle musique, donc il n'y a pas que le rap. Moi, Voilà. je parle rap parce que Don Quichoc fait du rap. Voilà. Mais Boomstrack ne fait pas de rap. Même Boomstrack dans les fait de la rayons musique. traditionnels, on vend encore sa musique. La Bien SACEM sûr. est là. Et la SACEM est là, la SDRM est là. Il y a des gens qui les achètent pour les mettre dans les Bien sûr, reportages, bien pour sûr. les mettre en fond sonore, pour les diffuser en radio. Donc, C'est juste d'avoir une maison de disques et économiquement qui monétise tous ces droits-là. et organiser et monétiser ces c'est- choses-là. ben oui. C'est vrai qu'à Mayotte, souvent les albums restent dans un carton à la maison. C'est pas la place. Parce que les gens n'ont pas réalisé que le travail de distributeur ou vendre des albums n'était pas aussi facile qu'ils le pensaient, surtout quand les artistes ne sont pas connus ou n'ont pas de promotion. Ouais. Donc quand on est artiste, on a la rage de faire son album. Mais il ne faut pas la rage de faire l'album. Il faut être entouré pour savoir que l'album va être distribué, vendu, promotionné, écouté. Une Sinon, minute, mon Don Quichoc, pour dire les merci que tu veux dire et à qui tu veux les dire. J'ai envie de dire merci à ma mère de m'avoir laissé faire de la musique, D'avoir cru. d'avoir cru. Et puis merci à beaucoup de gens que je peux pas me rappeler là parce que je n'ai pas trop la tête à me rappeler des noms. Mais je peux dire merci aux gens qui m'ont aidé, merci aux gens qui m'aideront. Et merci à Kwesi de m'avoir invité. Non, il n'y a aucun problème. Alors, Voilà, ça, et non. puis j'espère aussi simplement pouvoir Et on est au traduire début ça par des sons, soit en radio, soit en télé, soit sur Internet, que les gens peuvent suivre le travail de Don Quichoc, Boomstrack ou CDPMG. Mais allez-y, vous verrez qu'il y a déjà une présence qui est déjà indéniable. Et wow. Quoi d'autre à rajouter en 5 secondes pour terminer? Merci aux Maoré, et puis je dirais salam alaikum à tout le monde. Et puis bon appétit pour ceux qui sortent de table. Et, ou ouais. du Et dîner. rendez-vous le 13 février donc pour la 13 sortie. février pour Black Beethoven volume 1, et ça sera un double album. Ouais. Un album rouge et un album bleu. Ouais. Et ça reprend les meilleures compositions que j'ai fait. Donc il y a 16 titres par album, donc il y a 32 titres. Ah ouais, quand même. Donc je sais pas si... bon, il y aura une version, chaque version sera séparée. Ouais. Et il y aura une version, il y aura tous les deux. Donc c'est des coffrets
commerciaux. Le 13 février, voilà, allez sur les plateformes, ça sera là. Voilà, c'en est fini de ce Studio 101. On se retrouve dans tout juste une semaine avec encore une fois une belle balade mahoraise et puis une belle balade dans la vie d'un invité. On se retrouve dans tout juste 8 jours. Jusque-là, portez-vous bien. Au revoir.